Je suis Cyril Puig, je suis consultant pour une maison qui s'appelle Pogo Développement. Je travaille principalement sur les questions de conditions de travail, de prévention des risques, d'organisation du travail et de management. Alors lancé en 2023, le plan de soutien à la transition des lieux de diffusion a été doté de 30 millions d'euros. Un dispositif ambitieux destiné à répondre aux enjeux de transition écologique, aux enjeux sanitaires et de sûreté, à la gestion sonore responsable, à l'innovation pour l'expérience du public et à l'amélioration des conditions de travail. Alors sur son site, le CNM indique que ce dispositif est conçu pour aider les structures à répondre à leurs problématiques spécifiques en lien avec les objectifs de durabilité et de modernisation. Dans une vision à long terme, la notion de transition est appréhendée comme une stratégie de transformation des lieux, intégrant une dimension environnementale, économique et sociale. Un dispositif donc ambitieux qui repose sur une première phase qui est une phase de diagnostic, puis une phase d'investissement, et ça on aura bien le temps d'en discuter ensemble pendant une heure. Alors j'animais sur ce même thème en 2023 une table ronde au JTSE pour présenter ce dispositif, et je soulignais quelque chose qui est vraiment, c'est pas de la flagornerie, qui est, je crois, une vraie inventivité, une vraie liberté dans l'ingénierie de projet. Donc on va largement en parler pour pouvoir l'illustrer. Les objectifs de la table ronde sont donc multiples. Illustrer ce programme avec des porteurs de projets, et on commencera par là. Comprendre la volonté du CNM quand ce projet a été monté, faire un point d'étape et peut-être avoir quelques conseils, voilà, pour les déposants potentiels. C'est l'objet de cette table ronde. Donc pour en parler, nous sommes avec Olivier Agas, directeur adjoint du Casino de Paris et des Folies Bergères, Clément Terrade, directeur du Château du Rosier à Feurs, dans la Loire, et François Jolivet, qui est responsable du service lieux et disquaire du CNM. Alors on va commencer avec Olivier, et la façon dont cette table ronde a été pensée, c'est d'abord d'illustrer ce qu'on peut faire avec ce fonds, avec ce programme, avant de rentrer dans l'ingénierie et l'architecture et la technique. Donc Olivier, qu'est-ce que vous faites de beau au Casino de Paris, aux Folies Bergères? D'abord présenter la structure et puis ensuite présenter ce que vous faites avec ce programme. Eh bien, bonjour à tous. Alors, le Casino de Paris, en fait, c'est une salle qui est à programmation variée. Voilà, donc on fait de la comédie musicale, du concert, de l'humour, de la magie, enfin voilà. Donc au gré un petit peu des opportunités qui sont liées aux saisons. Donc là, par exemple, au Casino de Paris, cette saison, on a Chicago qui a démarré donc début novembre et qui joue jusqu'à avril, donc qui occupe une large place dans la programmation avec 160 dates. Donc on fait des alternances, hein, c'est un peu notre spécialité. Donc on fait des spectacles pour enfants notamment, donc avec Quasimodo, donc qui joue Quasimodo le sonneur de Notre-Dame, qui joue en matinée, donc les samedis dimanches, avec alternance, donc pour reprendre Chicago en fait sur les séances d'après-midi et de soir. Voilà, on fait du concert, on a Greg Slap la semaine prochaine. Voilà, en gros, et on fait à peu près 250 événements à l'année. Au casino et également aux folies. Donc les deux réunis, voilà, 500 événements, et on accueille à peu près 250 000 spectateurs à l'année. Voilà. Vous avez émargé sur le programme, vous avez sollicité le CNM, pourquoi faire du coup ? Alors, on a sollicité le CNM parce que la salle a 150 ans. Alors, il y a eu évidemment, au gré des décennies, des travaux qui ont été effectués, etc. Là, on arrivait à un moment où on avait une problématique de chauffage, on va dire, alors qui était à anticiper, parce que la chaufferie datait de 1984. Donc tous les ans, en la rallumant, donc on est raccordé au CPCU, donc la compagnie parisienne de chauffage urbain. C'est une compagnie qui délivre en fait de la vapeur d'eau, donc on se chauffe en fait à la vapeur.
Et donc voilà, tous les ans, on se disait, bon, si un jour on a un problème, voilà, on aimerait bien anticiper, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus de chauffage, ça va vraiment être un gros problème pour les spectacles. On peut pas risquer ça. Donc c'est les gros investissements. On avait eu un sinistre également d'infiltration en toiture qui avait euh, voilà, fait un dommage sur le plafond, sur les staffs en fait, de la salle. Donc voilà, donc l'état des lieux, c'était un peu celui-là. On a, comme toutes les salles parisiennes, à peu près des problématiques aussi de nuisances sonores. Donc il faut traiter. Donc encore une fois, on est sur un vieux bâtiment, donc c'est une toiture en zinc avec assez peu d'isolation. Donc tout ça mis voilà, à plat, on s'est dit bon bah voilà, on va traiter le sujet. Donc sur le volet thermique, sur le volet acoustique, avec les contraintes qui sont liées au bâtiment, hein, parce que pour faire une vraie isolation acoustique, il faut du poids. Donc la charpente, à un moment donné, il faut savoir aussi ce qu'on peut accrocher. Donc ça apporte certaines limites, mais c'est déjà ça. Et puis voilà, et donc ça a permis aussi de traiter un volet de sécurité donc pour les travailleurs, parce que pour les éclairages scéniques, donc l'accès se fait en toiture. Il n'y avait pas vraiment d'accès, donc voilà, donc il fallait marcher sur la pente avec les risques un peu de glissement, etc. Bon, même s'il y avait une main courante, c'est quand même pas top. Pour s'insérer dans le toit, faut ramper, et puis voilà. Donc là, on crée un homme debout, je crois que ça s'appelle. Donc et puis avec un passage sécurisé, donc pour la sécurité des travailleurs. Et ça a permis aussi de traiter la sécurité du public, parce donc la vapeur, c'est une source de chaleur évidemment très chaude, à plus de 100 degrés. Et on avait des émetteurs en salle qui étaient non protégés, alors qu'ils sont plutôt en partie basse, donc ça posait pas de problème. Mais sur les concerts, par exemple, si les gens posent voilà, des objets, etc., contre les émetteurs, voilà, on n'a jamais eu de problème, mais ça pouvait en être un. Donc on a créé des caissons en fait pour protéger ça. Voilà. Alors, transition écologique, sécurité du public, sécurité du personnel, question acoustique. Pour faire tout ça, c'est vous fermer un an. Alors l'enjeu, c'était de ne pas fermer. Parce qu'avec 250 événements par an, c'était pas possible. Enfin, c'est pas du tout dans le modèle, etc. Donc, c'est des travaux qu'on mène sur 4 ans, qu'on a démarré cette année, donc avec la rénovation de la chaufferie, de la sous-station, alors qui était pas si simple, puisqu'en fait les canalisations étaient scellées à même le plancher, donc béton. Donc il a fallu casser le plancher en fait, de tout le couloir technique, refaire des poutrelles, etc. Bon, voilà, des canalisations, réassainir le local parce qu'il n'y avait pas de ventilation. Donc là, on a une ventilation, donc voilà, sécuriser les accès aussi, parce que pour descendre à la sous-station, ça se faisait avec une échelle un peu moyenne. Donc là, on a une échelle à crinoline avec des protections, etc. Donc voilà, donc ça, on a fait ça cette année, et sur les 3 années à venir, 26, 27, 28, on va traiter donc le plafond. Donc en 3 phases, pour pouvoir faire les travaux sur les 2 mois d'été, juillet-août, et de pouvoir continuer à exploiter en fait. Voilà, donc on va traiter la partie centrale et puis les ailes. Le CNM vous aide à hauteur de combien pour parler de pognon? Alors, pour parler de pognon, on a eu le plafond maximum, donc 500 000 €. Les travaux sont à 2,5 millions, donc c'est des gros travaux. Et voilà, donc clairement, le CNM a été quand même un déclencheur de la décision, hein, puisque là, en tout cas, sur le sinistre qu'il y a eu au plafond, on a actuellement des filets donc, qui sont invisibles, enfin, ça se voit vraiment très peu, qui nous permettent d'exploiter. On aurait sans doute continué un peu comme ça pendant quelques années. Et donc voilà, donc c'est vrai que la subvention a vraiment permis de se projeter vraiment sur un plan à 4 ans et de faire vraiment voilà.
On retient cette phrase, on reviendra dessus, c'est l'aide du CNM a été déclencheuse, ouais. Oui. Et on va passer la parole, du coup, merci Olivier, on va passer la parole à Clément pour une présentation du château du Rosier que tout le monde connaît, mais évidemment, mais pour ceux qui ne connaissent pas, puis je vais te passer la zapette. Merci Cyril. Effectivement, tout le monde connaît le château du Rosier à Feurs, mais tout le monde n'est pas de Feurs, visiblement. Donc je vais vous en dire un petit mot si vous le voulez bien. Oui. C'est vrai, tout le monde n'est pas de Feurs. Bon, il y a 2 personnes de Feurs dans cette salle, je tiens à dire. C'est vrai. Et juste avant de lancer la présentation, je fais juste un petit rebond sur ce que vient d'expliquer Olivier, parce que, on y reviendra plus tard certainement, mais les échelles et les territoires évidemment sont très différents, mais l'histoire de cette rénovation est un peu la même. Et pour la petite histoire, je pense que le bâtiment a peut-être même à peu près le même âge que les Folies Bergères. Et le Casino de Paris, pardon. Ouais. Voilà, cette parenthèse étant fermée. Alors voilà, donc le château du Rosier, c'est quoi ? C'est une salle de concert qui est, comme on l'a dit, à Feurs. Donc Feurs, c'est une petite ville de 8000 habitants dans le département de la Loire. Donc c'est un territoire rural qui s'inscrit dans une interco de 42 communes. Et c'est un bassin de population de 63 000 personnes à peu près, mais qui est étendu vraiment sur presque le tiers du département de la Loire. Donc c'est une densité assez faible. Voilà, donc le projet du Château du Rosier, donc en tant que salle de spectacle, existe depuis 10 ans. On a fêté les 10 ans cet automne. Et l'activité, elle tourne autour de 3 axes. L'axe principal, c'est la diffusion de concerts. On fait entre 80 et 90 concerts par saison, dont une vingtaine qu'on flèche sur des publics scolaires et dont une quinzaine qu'on joue hors les murs. Donc la dimension hors les murs, c'est aussi un volet important pour nous, et on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure dans le cadre des travaux, parce que ça va être une carte qu'on va devoir certainement jouer. Donc le premier axe, la diffusion de concerts. Deuxième chantier qui nous occupe, c'est l'accompagnement artistique et puis l'accueil de résidences. Donc ça représente à peu près 70 et 75 jours par saison. Donc ça, c'est des temps pendant lesquels on accueille des formations pour travailler ce qu'ils ont besoin de travailler chez nous. Alors bien sûr, dans la limite de ce qu'on peut leur proposer techniquement, je veux dire sur l'aspect scénique, quoi. Mais bon, on a quand même de quoi faire deux, trois trucs en son et lumière. Donc voilà, ça permet quand même de faire travailler ces équipes-là. Et puis le troisième volet de notre activité, c'est les projets d'EAC, comme le font beaucoup d'autres salles. Projets d'éducation à l'art et à la culture qu'on flèche vers différents publics pour le dire vite, amener des différents publics vers de la pratique culturelle. Voilà, et peut-être juste pour terminer les grandes lignes. Donc le Château du Rosier est structuré en coopérative. Donc on est une société coopérative d'intérêt collectif qui a réuni à peu près 70 associés. Et on est soutenu au fonctionnement donc, par la ville de Feurs, la communauté de communes de Forêt-Est, donc c'est le nom de l'interco de chez nous, le département, la région, et la DRAC ponctuellement. Donc ça, c'est pour les collectivités. Et on est également soutenu par le CNM. Donc on en parle aujourd'hui là, pour le plan de transition des lieux, mais aussi pour d'autres aspects, le CNM nous soutient. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau avec ce programme-là ? Je crois que tu as des... Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau ? Voilà, le constat, c'est un petit peu le même que chez vous. On a... quand le projet a vu le jour en 2015, le choix a été fait à l'époque de rénover uniquement le rez-de-chaussée du bâtiment parce que il fallait prioriser les budgets et se concentrer sur l'espace qui accueillerait le public et les artistes. Donc seulement le rez-de-chaussée a été rénové à cette époque-là, en se disant de toute façon ce projet-là c'est quand même pas sûr que ça tienne 10 ans, donc on va déjà voir ce qui se passe et on verra par la suite ce qu'on fait de ces étages-là.
Et les étages en question, on les voit ici, c'est des étages qui sont dans leur jus depuis les années 70, quoi, parce que... Très beau papier peint, là, vous allez le garder, j'espère. Ouais, voilà. Donc, je sais pas si... Ouais, il y a 2 autres étages, voilà, en plus de rez-de-chaussée, hein, qui sont vraiment vétustes, hein, qui sont plus vraiment isolés. On a eu des fuites d'eau aussi l'été dernier. Donc voilà, vraiment une nécessité dans un premier lieu thermique à rénover ces 2 étages-là. Et ensuite, le deuxième enjeu de cette rénovation, c'est de se dire, le projet a vu le jour il y a 10 ans, on était parti sur une orientation plutôt de diffusion en tâtonnant un peu parce qu'évidemment, nous, comme les élus de l'époque, étaient sceptiques et ils avaient le droit de l'être pour ce projet-là parce qu'il n'y avait jamais eu un projet de ce type-là dans une commune comme celle-ci. Donc, voilà, ils attendaient de voir un peu ce qui allait se passer. Et nous voilà 10 ans plus tard, et on a une activité qui marche bien, et on a des standards d'accueil des artistes et des équipes de salariés qui augmentent, et c'est bien normal. On se rend compte qu'on a cet étage-là, alors pas celui-ci, mais celui d'avant, qu'on utilise comme loge, catering, etc. Et c'est quand même un peu roots, quoi. Et c'est aussi un espace qu'on partage avec les bureaux de l'équipe permanente. Aujourd'hui, on est 4 salariés permanents pour faire fonctionner la structure. Donc, il y a aussi un enjeu de rénovation et de réemploi et de réappropriation de ces espaces-là pour offrir un accueil digne de ce nom aux salariés et aux équipes. Et cerise sur le gâteau, donc là, je fais défiler les plans de projection de ce que serait l'étage en question après travaux. Cerise sur le gâteau, on avait un espace de à peu près 80 mètres carrés, qui est la partie du haut, là, qui n'avait jamais été rénovée jusqu'à présent, quoi. Donc là, pour le coup, qui n'a pas... Cette partie-là. Voilà, celle-ci, ouais. Donc qui n'est pas isolée, il n'y a pas l'électricité, etc. Mais malgré tout, cet espace-là, il communique avec le reste de l'étage. Et nous, on y voit une opportunité assez flagrante pour installer, équiper un studio qui puisse permettre de manière polyvalente de faire à la fois de l'enregistrement, mais aussi de la répétition, de l'accompagnement, du coaching, etc. Et quand je parle de studio, on a aussi l'envie d'aller à la fois vers des sessions d'enregistrement, mais aussi d'utiliser ce studio comme un outil pédagogique pour former des techniciennes et des techniciens aux techniques de studio. Alors, montre-nous à quoi ça ressemble demain. C'est voilà. mieux. Et voilà, regardez comme c'est joli. Donc ça, c'est le fameux premier étage qui se partage entre un côté catering et un côté vraie loge. Ici, on a cet espace qu'on a appelé pédagogique pour le moment, qui pourrait être studio. Et ça, c'est le dernier étage qui correspond au comble actuel et qui accueillera l'équipe salariée permanente du château. Là encore, donc à la fois une ambition sur le plan de la transition écologique et une volonté d'améliorer les conditions de travail, entre autres. Là aussi, vous êtes aidé à quelle hauteur par le CNM ? Alors nous aussi, on a eu la chance d'arriver au plafond de 500 000 euros sur un montant de travaux d'à peu près 1,2 million, études comprises, et qui comprend aussi un gros volet acoustique. On n'en a pas parlé aussi, mais j'en ai pas parlé là, mais l'objectif de séparer vraiment ces espaces concert, espace artiste et équipe salariée, il y a aussi un enjeu de phonique pour séparer ces étages-là, parce que concrètement, nous, on accueille beaucoup de résidences aujourd'hui, et ces résidences, elles se font sous un plancher en bois qui fait cette épaisseur-là, et quand on a toute la semaine des groupes qui viennent travailler, c'est dur pour l'équipe permanente qui est juste au-dessus. Donc là,
Voilà, l'objectif, c'est d'améliorer le confort de tout le monde en mettant un peu d'isolation, quoi. Et même constat qu'Olivier, c'est-à-dire que sans l'aide du CNM, ces travaux n'existeraient pas parce que vous avez un gros concurrent local. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, ces travaux-là, vous voyez sur les photos, c'est vraiment pas du luxe en fait. Et moi, ça fait plusieurs années que que j'engage la discussion avec la mairie qui est propriétaire des murs, hein. Donc c'est quand même par là que ça passe ces discussions-là. Et effectivement, l'aide du CNM a été vraiment un déclic pour vraiment rentrer dans une vraie discussion sérieuse à propos de ces travaux-là. D'ailleurs, François, que je remercie encore, a fait l'effort de se déplacer chez nous pour rencontrer les élus, pour expliquer ce qu'était vraiment le dispositif et que le projet serait vraiment soutenu, etc. Donc vraiment, oui, ça a été un déclic parce que 500 000 euros sur une enveloppe d'1,2 million, n'importe quelle commune n'y verrait pas forcément le caractère culturel du projet, mais là, ils pensent surtout à la dimension patrimoniale de ce bâtiment-là et à la rénovation que ça peut représenter, quoi. Et effectivement, et ce que tu me racontais, c'est qu'ils avaient le choix entre rénover le château du Rosier et rénover le clocher de l'église. Et que globalement, c'était plutôt le clocher de l'église qui avait la faveur. Ouais, c'est ça. C'est une histoire vraie. Donc là, il y a quelques mois, donc fin de mandat municipal, vous voyez l'état de ce que peuvent être les budgets d'investissement municipaux. Il y a un bout du clocher qui tombe. Et donc là, préfecture, bâtiments de France et compagnie, oh là là, il faut tout arrêter, puis faire interdire une zone au public et puis faire des travaux de rénovation qui représentaient des sommes extraordinaires, quoi. Donc là, tout le monde a pris peur et donc ça a un petit peu, ça a un petit peu mis dans l'ombre tous les autres projets d'investissement jusqu'à ce que cette enveloppe du CNM détendre un petit peu tout le monde, quoi. Comme du coup au Casino de Paris et dans un autre registre, mais il y a un effet de levier qui est à mon avis important de souligner dans le cadre de ce programme d'accompagnement. Et avant de donner la parole à François, souligner également qu'au Château du Rosier, donc à Feurs, ce n'est pas le Château du Rosier qui porte la demande, mais la ville de Feurs, c'est bien ça. Et tu disais également qu'il y a un élément qui a été déclencheur pour les élus, c'est le montant de l'acompte. Oui, c'est vrai. Ça peut paraître anecdotique, mais le versement, la temporalité et le montant de l'acompte a été assez décisif, quoi, au moment où on l'a présenté aux élus. Et en tout cas, je pense que c'est bon à savoir pour vous, quoi, et puis pour les autres porteurs de projets éventuels, quoi, de se dire que y a un acompte qui est versé rapidement. Ça rassure tout le monde et puis ça permet d'engager entre autres les frais d'études qui vont arriver pour ce qui nous concerne assez rapidement, là, début 26. Donc c'est un vrai engagement, quoi. Merci Clément. Alors François, on a illustré le programme avec 2 exemples. La question maintenant, c'est de rentrer dans le dispositif, le présenter en intégralité et peut-être commencer par indiquer à l'origine la volonté du CNM. Avec cette aide, on cherche à faire quoi ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet accueil. Alors, l'origine de ce dispositif remonte, j'ai envie de dire, dans les esprits à pas mal de temps. Je ne pourrais pas dater du tout, mais en tout cas, plus concrètement, à la sortie de la crise Covid, puisque en fait, c'est une enveloppe, c'est un bout d'enveloppe de France 2030 et de crédit de relance en fait, de l'État. Je ne vais pas rentrer dans les logiques de ligne, etc., qui sont un petit peu barbantes et qui n'ont pas trop d'intérêt, mais en tout cas, le CNM a été l'institution qui a géré les crédits de relance, les crédits de crise en fait pour la filière musicale. Et il restait ce bout d'enveloppe et en fait à ce moment-là a été identifié quand même et comme c'était déjà un peu ancien dans les esprits des besoins de plus en plus importants et qui se faisaient de plus en plus forts sur les lieux de diffusion, que ce soit des salles ou des festivals. C'est important pour moi ici de dire parce qu'on a 2 exemples vraiment emblématiques et je trouve qui illustre très bien le plan lieu, mais il s'adresse aussi à des festivals. J'en vois d'ailleurs dans la salle. Et
Et donc l'idée, c'était de se dire que, donc à l'origine, donc c'est une enveloppe de 30 millions d'euros. Et en fait, le constat, c'était que depuis une dizaine d'années, les lieux de diffusion en fait, essuient des crises, des évolutions réglementaires, des enjeux, on va dire, sociétaux. Donc c'est pour ça que c'est un cheminement qui a pris, qui date pas de 2021. Mais par exemple, on pense évidemment aux attentats du Bataclan qui ont engendré des nouvelles normes d'accueil du public en matière de sûreté. Il y a également un nouveau décret sur le son qui a été publié plus récemment. Il y a évidemment les enjeux climatiques et qui se sont traduits notamment, mais pas que, sur une pression sur les coûts de l'énergie au moment du début de la guerre en Ukraine. Et puis des nouveaux usages, des nouvelles normes d'accueil du public et des professionnels de manière très large. C'est-à-dire qu'on entend ici tous les professionnels de la filière, aussi bien qu'ils soient artistes, techniciens ou personnel administratif. Et donc l'idée, c'est qu'on s'aperçoit que d'un lieu à un autre, dans la conception de toute façon, ou dans la nature du site, pour pouvoir s'adapter à toutes ces nouvelles choses, parfois c'est très problématique, voire ça peut mettre en péril la dimension artistique du projet. Donc l'idée, c'était de se dire qu'il fallait intervenir. Je dois rendre aussi un peu hommage au travail qui a été mené par le CNC là-dessus, puisque en fait, il y a eu des enjeux. Alors le CNC, c'est un peu comme le CNM, mais complètement différent en même temps, parce que en fait, le CNC, c'est un établissement administratif, et nous, on est un établissement public. La différence est importante, c'est le CNC est né en 1946, c'est une institution et ils ont même presque un pouvoir de loi. C'est un organe qui aussi a une dimension d'intervention beaucoup plus forte que le CNM. Voilà, en tout cas, nous, on s'est aperçu que les besoins au niveau des lieux de diffusion étaient multifactoriels, de plus en plus lourds pour les lieux et qu'il fallait donc intervenir. Et donc on a identifié en gros 5 thématiques, mais qui reviennent par rapport en gros aux événements que je vous ai donnés. Donc la transition écologique, la gestion sonore, la sécurité-sûreté. Dans sécurité-sûreté, on met aussi bien la sécurité sanitaire, la ventilation que la sûreté, l'accueil du public. Voilà. Bon, ça c'est pour rédiger un programme. Hein. Il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Voilà. Des nouveaux usages, des nouvelles pratiques dans la diffusion. Bon, ça on ne l'a pas trop vu. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le métaverse qui préoccupe les lieux de diffusion en France, mais peut-être qu'un jour, ça finira quand même par arriver. Et puis, voilà, les questions d'accueil des parties prenantes, on va dire. Voilà. Et donc, ouais, j'essaie de reprendre mon fil. Ouais. Non, et dans cette conception, on a entendu parler tout à l'heure de 2 phases. Est-ce que tu peux nous en parler ? Et donc, voilà. Et donc, ce qui s'est dit aussi, en fait, le programme s'est construit avec des professionnels. C'est important aussi de le dire. Hein. Il y a une dimension de consultation des organisations professionnelles qui a été très importante et de professionnels aussi des enjeux de sécurité, de transition écologique, etc. Et en fait, on s'est dit que ce programme, il devait être un petit peu différent des programmes classiques du CNM, puisqu'en fait, ces programmes classiques sont des aides à l'équipement. Peut-être que certains d'entre vous connaissent par cœur depuis déjà le CNV, puisque bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire du CNM, mais qui sont en gros des programmes qui aident un périmètre de dépenses. C'est-à-dire, on va aider le matériel son et lumière, on va aider les assises, mais on ne va pas aider le bar, par exemple, ou d'autres éléments ou d'autres aspects d'un lieu de diffusion. Là, en fait, on s'est dit qu'il fallait que ce soit beaucoup plus ouvert et donc il ne fallait pas tant qu'on s'attache à la nature de la dépense, mais plutôt à son impact. Et si à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a une problématique, essayer de réfléchir sur le long ou le moyen terme à comment on peut la corriger le mieux possible et donc du coup essayer de mesurer l'impact de la dépense. En gros, c'est de se dire, j'ai un problème thermique par exemple, comment je vais pouvoir le résoudre pour les 20-30 prochaines années. Est-ce que ça va être juste installer une clim parce qu'il fait trop chaud ou est-ce que ça va être revoir l'isolation du bâtiment, plus en effet peut-être des usages, plus éventuellement en effet des nouveaux systèmes de fluide. Et donc du coup en fait c'est l'impact du projet global qui est mesuré, si bien qu'en fait c'est beaucoup plus ouvert. Si on veut faire un plan de transition pour consommer moins d'énergie, on peut y même mettre des notions de matériel scénique, en fin de compte, qui vont être plus sobres en matière de consommation d'énergie.
Donc c'est vraiment ça l'impact. Et donc du coup, en effet, ça donne une méthode un petit peu singulière, qui a beaucoup au début fait peur, mais qui là aujourd'hui semble de plus en plus comprise. C'est qu'il y a une phase, on va dire, de diagnostic, où on pose les choses. Alors ça faisait vraiment flipper beaucoup de nos collègues. Mais en gros, de se dire quelles sont mes problématiques, déjà vraiment identifier. J'ai un peu une problématique d'émergence sonore, d'énergie et de flux du public. Comment on peut éventuellement traiter ces problématiques? Est-ce qu'il est pertinent ou non d'ailleurs de les faire dialoguer? Dans le cas d'une émergence sonore et d'une performance énergétique d'un bâtiment, c'est assez évident avec des notions d'isolation, de couverture, etc. Et ensuite, choisir un scénario le mieux disant possible, dans des conditions de faisabilité. Par exemple, au Casino de Paris, il y a des conditions évidentes de patrimoine, d'activité, de travaux en milieu urbain qui sont complètement différentes de celles de First, même si on traite des problématiques qui sont voisines, voilà, et aussi des modèles économiques qui peuvent être très différents. Ici, on a une société, là, on a une SCIC, dans d'autres cas, on a des collectivités. Enfin voilà, donc l'idée, c'était aussi de pouvoir avoir cette agilité. Et donc vraiment de se concentrer vraiment plutôt sur des objectifs et ces objectifs vraiment adaptés, on va dire, à la situation et au contexte du demandeur. Alors si on a des demandeurs potentiels dans la salle qui veulent s'emparer du dispositif, quelle est la marche à suivre? Ça fonctionne comment techniquement? Alors techniquement, il faut être affilié au CNM. Ça, c'est en fait, c'est gratuit, tout le monde peut être affilié au CNM. C'est surtout des personnes morales, mais à bon entendeur, il y a aussi des personnes physiques qui peuvent s'affilier, mais c'est plutôt des artistes. Mais en tout cas, il faut s'affilier au CNM, qu'on soit collectivité, association, SCOP, SAS, association, on s'en fiche. Et à partir de là, la deuxième étape, j'ai envie de dire, nous contacter. Donc on a un site internet et puis on a des contacts. Bon, c'est pas très original comme adresse mail, mais ça a le mérite au moins d'être facilement... facile à retenir, pardon, c'est lieu au pluriel @cnm.fr. Voilà. Et donc nous contacter, et puis là nous on vous accompagne par rapport à la fois pour déposer le projet, mais éventuellement aussi on peut vous apporter un petit soutien méthodologique, puisqu'en effet c'est quand même pas dans notre profession jusqu'à présent, nous c'est j'ai ma console qui est vieille, elle craque un peu, est-ce que voilà, un devis, pouf, c'était fini. Là on demande un peu plus du coup pour pouvoir aller un peu plus loin, hein, mais donc nous on peut vous aider là-dessus. Et après c'est un plan d'investissement. Donc si vous avez déjà mené cette réflexion, vous pouvez aller directement faire votre demande d'investissement. Si vous n'en êtes pas là, on a aussi une aide au diagnostic, c'est-à-dire puisqu'on vous demande d'évaluer l'impact de votre dépense, on a dédié une partie de l'enveloppe du programme à pouvoir financer ces diagnostics et ces études. Donc c'est important de prendre contact avec nous pour que nous, on puisse aussi évaluer à l'endroit où vous êtes dans votre réflexion et dans votre projet. Là, dans les deux cas, je crois qu'on a fait des aides au diagnostic, puis après, on est passé en aide à l'investissement. Dans d'autres cas, on s'est dit, bon, bah non, en fait, vous avez déjà peut-être suffisamment d'informations, de données pour pouvoir tout de suite déposer en investissement. Donc voilà, nous contacter, c'est toujours le plus important. Et François, quand tu dis une petite aide méthodologique, on voit que la petite aide, elle va quand même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tu te déplaces sur les territoires, tu vas rencontrer les gens, tu convaincs, tu aides à convaincre, tu expliques. Alors oui, alors on aimerait bien se déplacer partout, mais comme je le disais, on a 3-4 000 lieux, voilà. On couvre aussi les territoires ultramarins, donc on ne peut pas toujours aller partout. Donc malheureusement, des fois, on doit sélectionner, puis il y a des questions de temporalité, etc. Mais quand on le peut, on le fait avec plaisir. Parce que nous, en fait, quand on présente un projet devant une commission, si on a visité le lieu, qu'on a rencontré les gens, le travail est beaucoup plus simple. Et si le travail est plus simple pour nous, on va dire, c'est quand même aussi un atout pour le dossier. Et donc du coup, là, voilà, dans le cas de Feur, c'était vraiment, moi, ça m'a paru très opportun de pouvoir rencontrer les élus, parce que c'est des élus qui ne connaissent pas le CNM. C'est des élus qui se disent peut-être que ça ne les concerne pas, c'est trop loin, etc. Et donc là, c'est aux demandeurs, enfin là, en l'occurrence, c'était Clément qui me disait, qui a tout organisé hein, quand même. Donne-moi des dates, et moi, j'organise la rencontre. Et voilà. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut être bien, parce que nous aussi, ce qui est important de dire, c'est que moi, je suis ancien directeur de lieu de concert.
J'ai porté des projets d'investissement, de construction. Je sais parfois la complexité que ça peut avoir de faire un tour de partenaire, de convaincre, d'expliquer que non, on n'est pas dans une dépense futile ou non, on ne veut pas le luxe ou les trucs. On a bien les pieds sur terre. Des fois, on a parfois aussi une vision. Moi, j'ai eu l'impression des fois de devoir convaincre vraiment très fort. Et nous, on peut faire ça aussi au CNM, c'est de faire un peu cette médiation en tant qu'institution entre des élus, des partenaires et des demandeurs. Alors, on a entendu que le plafond, c'était 500 000 euros. Si j'ai un programme qui coûte 500 000 euros, je peux vous solliciter sur 500 000 euros, vous financez la totalité? Alors, on intervient maximum à 60% de vos dépenses. Donc, ça peut être moins, le taux d'intervention. Bon, j'ai pas forcément d'exemple en tête. En général, la commission décide d'aider. C'est vrai que le parcours, je ne l'ai pas dit, mais en gros, nous, on reçoit le dossier, on l'instruit, et ensuite, on le présente à une commission de professionnels qui évalue et apprécie votre demande et qui rend une proposition de décision qui est validée par le président du CNM. Bon. Parenthèse refermée. Donc, on intervient à un maximum de 60% de votre dossier dans un plafond de 500 000 euros. Donc, calcul rapide, il faut un budget de 833 000 euros pour pouvoir prétendre possiblement à atteindre le plafond. Et en effet, Clément le disait, ça aussi, on est très attentif, et c'était vraiment un choix, une volonté de notre part, d'aller au bout de notre démarche de levier. C'est aussi vraiment une vocation, en tout cas au CNM, de pouvoir être levier sur des projets comme celui-ci. C'est à un moment donné cette logique en effet de premier versement et de second versement. De toute façon, il y a un versement au bilan, donc il peut y avoir une tension de trésorerie. Mais c'est de verser 70% de la subvention, donc 350 000 si on est au plafond, pour pouvoir aussi rassurer certains demandeurs, pour pouvoir se préparer à avoir un plan de trésorerie tenable. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut faire attention, parce que sur le plan lieu, sur des questions réglementaires, il faut apporter 20% du projet. Donc voilà, il faut aussi prévoir dans sa capacité à pouvoir porter le projet, de pouvoir apporter 20%. Exemple tout simple, j'ai pas forcément mon mot à dire là-dessus. Nous, on laisse la liberté des montages économiques aux demandeurs, mais bon, on les évalue, on va pas se mentir. Et là, dans le cadre d'une structure comme le Château du Rosier, pour moi, ça me semble tout à fait logique que la ville s'empare du dispositif et donc qu'on accompagne de près la ville, parce qu'il peut y avoir à un moment donné, si c'est la SCIC qui aurait porté la chose, une tension de trésorerie à la fin du projet, ou même pendant, qui aurait pu aussi remettre un peu en péril sa capacité à développer son projet artistique et culturel. Et ça, nous, au CNM, l'idée, c'est de protéger, de défendre et de permettre à ces projets artistiques et culturels de perdurer, quelle que soit leur nature. Donc, il y a toujours aussi un peu dans cet accompagnement et dans ces échanges, ces questions-là aussi qui reviennent. Et avant de poursuivre l'échange avec Olivier et Clément, tu dis ce n'est jamais le programme qui doit déclencher le projet. C'est quoi un bon projet, au final ? C'est vrai que nous, on est toujours un peu saoulé de gens qui viennent et qui disent « Ah ouais, super, il y a un nouveau programme, on peut aller chercher 500 000 euros, comment je fais ?» Alors, on va d'abord essayer de voir le besoin. Donc, c'est en effet important pour nous de communiquer sur ce programme, communiquer sur le fait qu'il y a une réelle opportunité. Il n'y a pas de problème à un moment donné à utiliser ce mot-là, etc. Mais il faut d'abord, l'étape numéro 1, identifier, on va dire, quand même des besoins, des problèmes, pour pouvoir y répondre. C'est un programme qui est très ouvert, c'est-à-dire qu'il faut avoir 3 ans d'existence. Donc il y a même des lieux plutôt récents qui sont venus nous solliciter, qui ont été parfois mal conçus, parfois avec une destination qui n'était pas forcément bien déterminée au moment du programme, ou alors d'autres pépins. On n'avait pas prévu qu'il y allait y avoir un bâtiment d'habitation qui allait se construire à 60 mètres du lieu. Enfin voilà, on a vu des belles conneries. Bon, mais on reste très ouvert, mais du coup, il faut quand même de toute façon arriver avec des problèmes de soucis, comme on dit. Des problèmes de soucis, merci. Alors, du coup, on va parler du dossier et de cette question. Alors, c'est vrai que c'est un dispositif qui est innovant, c'est un dispositif qui est différent. Et tu le disais, c'est un dispositif du coup qui peut faire peur parce qu'on est face à quelque chose qui est nouveau.
De votre côté, et Clément et Olivier, comment vous l'avez géré ce dossier? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que... allez, je vois que tu t'empares du micro, Clément. Nous, on l'a pas trouvé si lourd que ça, ce dossier. Alors après, c'est vrai que nous, on a quand même l'habitude d'en voir passer quelques-uns des dossiers. La chose qui était peut-être la plus déroutante dans ce dossier, c'est la notion de transition qui est vraiment omniprésente dans l'écriture du dossier. Et pour chacun des aspects sur lesquels doit travailler ces travaux, pour ce qui nous concerne, il y avait l'objectif dans l'écriture du dossier de présenter et de quantifier la transition que représenterait un tel chantier pour le lieu. Et c'est sur cet aspect-là qu'on s'est le plus gratté la tête, entre autres sur les questions thermiques, par exemple, où là, nous, on avait des espaces qui n'étaient pas du tout isolés, donc il a fallu estimer. Alors après, on a échangé avec François là-dessus, et on n'est pas thermicien, et puis le but du jeu, c'était pas d'arriver avec une précision de chirurgien là-dessus, mais bon, en tout cas, on a essayé de le faire le plus sérieusement possible, et c'est peut-être cette notion de quantification sur laquelle on a pris le plus de temps, quoi. C'est ce que tu dis. Tu dis que la phase 1, donc cette phase de diagnostic, c'est la phase la plus complexe. Sur la partie écriture de dossier, ouais, moi je dirais oui, parce que finalement, une fois que les objectifs sont clairement identifiés et posés dans le dossier de diagnostic, et que le diagnostic est réalisé, et que tous les points qui auraient pu rester en suspens sont justement alimentés par l'étude de faisabilité et nous donnent vraiment des données très précises sur le projet, ce qui est sur l'impact. hein, voilà. La deuxième partie a été plus fluide, quoi. Et Olivier, toi tu dis une des difficultés, c'est le critère multifactoriel. De prime abord, c'est pas forcément évident, ça peut être un frein, mais dans les faits, ça ne l'est pas. Exactement. On s'en fait une petite montagne au début. On se dit, oula, il va falloir traiter plusieurs points. Bon, nous, il y avait un point qui était prédominant, on va dire, c'était le facteur thermique. Donc, comment finalement aller chercher les autres critères, voilà, c'était. Mais bon, finalement, une fois qu'on se met sur la copie, on se rend compte que forcément l'isolation du plafond, en choisissant les matériaux qu'il faut, donc on traite la partie acoustique, il y avait la partie des travailleurs, enfin de sécurité, etc. Donc finalement le côté multifactoriel, il s'en est découlé en fait assez naturellement. Par contre, nous les difficultés qu'on a eues, il y a eu une difficulté en fait liée vraiment à l'interne, au fonctionnement interne, c'était le vote du budget. Parce que un budget, donc encore une fois, de 2,5 millions, ça ne s'argumente pas comme ça, ça se prévoit, etc. Nous, le groupe, donc on fait partie du groupe Lagardère, en gros, s'est prononcé sur le budget, enfin il y a eu une présentation du budget en septembre, la commission était en octobre. Et donc on s'est retrouvé sur un moment où en septembre on savait pas encore si on avait été suffisamment convaincant pour organiser les travaux. Il y avait cette commission la date limite du dossier qui était mi-octobre. Et en fait, à partir du moment où on a eu le go sur le budget, on s'est retrouvé sur un timing très très serré de moins d'un mois, 3 semaines. Où on s'est retrouvé, donc là on a eu un échange avec François, on s'est dit on est quand même loin là, on n'a pas tous les diagnostics qu'il nous faut, parce qu'en fait l'année précédente on a effectivement déposé, donc on a été aidé donc sur une phase de diagnostic, on avait fait une étude d'impact et puis des poses de capteurs en fait par une société qui s'appelle Citron, qui permet de mesurer les consommations de différents équipements, les rideaux d'air chaud, savoir ce qu'on consomme pour le rideau d'air chaud en l'occurrence, sur l'espace scénique, etc. Mais s'agissant de l'isolation du plafond,
finalement, ces diagnostics-là, on n'était pas en mesure de quantifier les apports, parce que en fait, un des volets du dossier, c'est vraiment de quantifier. Donc de dire la situation d'aujourd'hui, c'est on a tant de consommation parce qu'on a tant de déperdition. Le fait d'isoler, ça va nous faire gagner tant en pouvoir d'isolation et donc au final en consommation, etc. Donc tout ça s'improvise pas. Donc il a fallu qu'on déclenche un bureau d'études. Donc finalement avec des diagnostics complémentaires pour vraiment, dans ce délai de 3 semaines, pouvoir produire le dossier. Il y avait aussi le sujet évidemment de la capacité portante de la charpente, où on avait peu de marge de manœuvre, mais encore faut-il le savoir. Donc on a fait une étude de ce qu'on pouvait porter. On a constaté qu'on avait très très peu de marge de manœuvre, parce qu'on était déjà un peu plus de 100% de capacité portante. Donc voilà, le fait de curer ce qui est dans les combles, etc. Donc ça nous permet quand même d'apporter un peu de masse qui est nécessaire pour l'isolation acoustique. Mais voilà, donc du coup, il a fallu qu'on déclenche des diagnostics complémentaires qui nous ont coûté un peu d'argent, les phases aussi d'APS et d'APD, donc avec les avant-projets sommaires, avant-projets définitifs, donc d'apporter quelque chose de très documenté au CNM, sans avoir la garantie en fait que ça aille au bout, en étant de l'autre côté sans savoir si vraiment les travaux, si on allait avoir le budget, etc. Donc il y a eu un peu une part de risque et d'inconfort à un moment donné. On s'est dit allons-y, de toute façon engageons ces études complémentaires et montons le dossier. Et puis voilà, on est confiant dans notre dossier et on espère que ça ira au bout. Et ça a été payant parce que ça a fonctionné. Ouais, c'est un très bon dossier. Alors moi, je prends aussi un peu pour moi, et sur le CNM, c'est-à-dire que c'est un nouveau programme, donc il faut aussi, nous, en fait, quelque part, se l'approprier. Et notre capacité à bien accompagner, bien anticiper les attendus de la commission, etc., c'est quelque chose qui s'est aussi un petit peu construit au fil du temps. Et puis, je salue toutes les équipes qui ont déposé et qui déposent sur le plan lieu, parce qu'il y a aussi une dimension importante, c'est que il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le plan lieu qui n'ont aucune, et on ne peut pas leur reprocher évidemment, connaissance et compétences ou expérience en matière de montage de projets d'investissement et de montage de projets de travaux. Et donc nous, en interne, on se retrouve souvent avec des questionnements très légitimes, dire attends, en 2023... vous avez dépensé que 330 000 balles, est-ce que le programme est pertinent? Non, mais en fait, on ne monte pas un projet à 3 millions d'euros, 2,5 millions, comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut convaincre, il faut savoir ce qu'on va faire, il faut réfléchir, il faut se poser. Et donc cette notion du temps, nous, il a fallu beaucoup la défendre. Et on a aussi parfois mis beaucoup la pression aux demandeurs. Et bravo, hein, franchement, parce que je me souviens que, en plus, au début, la commission était très, très exigeante. De peur qu'il y ait trop tôt et un possible, on va dire, dévoiement un peu du programme et des principes qui avaient été posés. Donc c'est vrai que c'était assez exigeant et, à mon avis, assez stressant au début. Et après, nous, en plus, on a mis en place des méthodologies d'accompagnement où, pareil, en fait, aujourd'hui, nous, on a pu faire, ça a été le cas avec le casino, notamment un rendez-vous avec l'architecte. On peut aussi présenter vraiment, parce que je pense qu'un le dossier de phase 2, c'est compliqué pour un directeur, une directrice, une programmatrice, un programmateur de pouvoir le remplir, même un administrateur ou administratrice. Donc du coup, c'est important aussi des fois qu'on ait un lien direct avec les prestataires qui mènent justement ces travaux d'études et d'évaluation et de leur montrer en fait les attendus du dossier. Alors justement, on en est où aujourd'hui dans cette enveloppe de 30 millions? Il n'y a plus de sous, et dommage, c'est terminé. Fin de la conférence. On en est où? Combien de dossiers ont été déposés? Est-ce qu'il y a encore de la possibilité? Alors là, dans le contexte budgétaire qu'on connaît, on a ce que j'expliquais en disant il faut peut-être un petit peu que ça dépose, etc. Donc on a bien accéléré. Et puis il y a aussi l'actualité et le calendrier électoral qui a beaucoup joué. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collectivités qui se sont emparées du programme en 2025 parce qu'ils savaient que ça allait être plus délicat pour elles en 2026. À l'heure où je vous parle, très concrètement, il reste à peu près la moitié de l'enveloppe,
15 millions d'euros. Sauf qu'en 2023, on a dépensé 330 000 euros et cette année, on aura dépensé, je pense, pas loin de 12 millions en fin de compte. Là, on est à 9. On a une commission lundi prochain. Je pense qu'on aura dépensé, ouais, je dis 12, peut-être plutôt 14 millions, 13-14 millions sur une année, du coup. Parce que ça y est, les projets arrivent à maturité. On a un dernier dépôt, donc lundi, en même temps que la commission, même jour, pour une commission qui aura lieu en février. Et là, j'ai pas forcément de visibilité, mais je vois qu'on a une trentaine de dossiers qui arrivent. Alors, c'est pas que des dossiers où il y a une sollicitation à 500 000 euros. Il y a des dossiers plus modestes, plus petits, en termes économiques, hein, évidemment. Mais donc aujourd'hui, c'est un peu difficile à voir, mais on essaye d'être plutôt vers la fin de l'engagement de l'enveloppe, plutôt, voilà. Donc il y aura peut-être encore un appel, en effet, en 2026. Mais pour l'instant, je peux pas trop m'avancer en termes de calendrier. Si appel il y a, moi, sur le principe aujourd'hui, mais là, je ne parle qu'à moi-même, ça serait plutôt en juin, de laisser un temps entre la commission de février et un dépôt plutôt au semestre, pour vraiment laisser le temps aux gens de pouvoir travailler, reposer les choses, voilà. Et au départ, l'aide au diagnostic avait vocation à être... donc on a lancé le programme en 2023, on s'était dit que l'aide au diagnostic, on l'arrête, je sais pas, mi-2024. Parce que les gens auront fait leur diagnostic, ils seront prêts à déposer en invest. C'était un peu la théorie, on va dire, le calendrier prévisionnel du programme. On a maintenu l'aide au diagnostic et on la maintiendra jusqu'au bout, jusqu'à épuisement de l'enveloppe, parce qu'on se dit que de toute façon, même un lieu qui ne sera pas prêt, peut-être parce que là, il y a quand même une échéance aussi d'enveloppe qui s'épuise, auront au moins pu faire ce travail de réflexion et pourront voilà, nourrir des dialogues. Et cette aide au diagnostic, elle n'est pas forcément portée par le maître d'ouvrage. Dans le cadre du Château du Rosier, l'étude diagnostique a été portée par le Château du Rosier. Et c'est ça aussi pour nous qui était hyper important, c'est que dans certains cas, en fait, ça permettait aussi en fait, à l'exploitant du lieu de pouvoir avoir des éléments tangibles pour pouvoir entretenir un dialogue avec la structure propriétaire. Donc on la maintient et bon, à bon entendeur, je sais qu'on est jeudi matin, mais c'est un dossier quand même qui est assez simple à remplir. Bon, à condition de connaître ses problématiques et d'avoir une idée du prestataire. Mais en gros, quand on a à peu près ces deux choses-là, le dossier il est assez simple à monter. Voilà. Bon, merci François. Alors on a l'autorisation du chef de gare de prendre un peu de retard. On a commencé avec un peu de retard, donc on a du temps pour prendre vos questions. Alors allez-y, n'hésitez pas. Il y a un micro que je peux vous transmettre pour toutes vos questions. Alors avant de débuter, on a pu échanger un peu avec les participants. Natalia, moi j'ai une question pour vous du coup. Dans le cadre d'une ressourcerie comme la vôtre, est-ce que c'est un programme qui peut être mobilisé? Vous imaginez déjà des choses? Quels pourraient être vos freins à cet endroit-là? Oui, bonjour. Donc, nous, on a monté ces projets de ressourcerie il y a 10 ans, 11 ans cette année. Et on est aussi un tiers-lieu, donc on est transstructure de l'ESS qui travaille sur 4000 m². C'est un bâtiment d'occupation temporaire qui appartient à l'EPFIF, à l'établissement public foncier d'Île-de-France. Et donc, comme toutes les ressourceries et comme tous les tiers-lieux, on a un problème de foncier. Et on a un problème de pérennité dans nos locaux. Alors, on n'a pas encore trop de la visibilité de quand est-ce qu'on va devoir commencer à engager des pouvoirs publics pour repenser un autre lieu pour notre activité, mais justement pour maintenir un peu la cohérence de notre activité et continuer dans les démarches de remploi, de transition écologique, etc. C'est pour ça que je considère que les programmes du CNM, c'est assez pertinent. Mais... Ça pourrait être un effet de levier de votre côté? Oui, carrément. Ouais. Vous arrivez déjà dans la discussion avec une carte où potentiellement il y a de l'argent pour aider la collectivité. Je crois que dans les exemples,
Ça a été intéressant de montrer ça. Merci Natalia. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je sollicite Mathis, qui est étudiant. Mathis, un programme comme celui-ci, quand on est étudiant, on a quel regard là-dessus? Est-ce que ça fait peur ou pas? On a évoqué cette question-là. Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'histoire des connaissances pour faire un suivi de dossier, les côtés financiers, être bien dans ses bottes, tout ça, donc, et être carré surtout, qui vont être plus ou moins, qui peut faire peur, mais après, ça demande de s'entourer de personnes. Du coup, au CNM, il y a un accompagnement, donc ça, c'est déjà un réconfort là-dessus. Et après, à la limite, voir un expert comptable ou un comptable pour s'assurer d'avoir les bonnes appellations, les bons termes, pour que ça soit carré là-dessus. Et après, c'est vraiment la question de quel est ton projet, parce que par exemple, dans mon école, quand on sort de l'école, il y a parfois des compagnies qui se créent des choses comme ça, où ils rejoignent certaines compagnies qui sont préexistantes, et donc il y a ces questions de quand ils sont dans des lieux, de pouvoir parler de cette aide aux lieux qui ont des difficultés, que ce soit thermique, d'accueil du public ou autres, ou diverses, ça peut déjà apporter quelque chose à ces lieux. Là, moi, ce qui venait, c'est pendant cette conversation, il y avait la question des festivals, par exemple, avec le décret son, qui pose pas mal de questions liées aux émergences, etc., qui sont pour le moment pas... Enfin, en tout cas, hier, à la conférence, il y avait les discussions de... actuellement, les émergences sont pas atteignables. Et donc, comment on peut mettre en place ce dossier vis-à-vis des festivals, parce que l'on a beaucoup parlé des structures. Alors sur les émergences sonores et les festivals, ça a été un énorme sujet au lancement. Puis là, on a été humble, on s'est dit qu'en fait, c'est pas ce programme-là qui allait pouvoir résoudre le problème, parce qu'en fait, on est sur un problème de physique, et on peut mettre des millions et des millions d'euros à un moment donné, en fait, un problème de physique, un problème législatif, en fait, qui n'a pas vraiment compris quelques lois de la physique. Et donc là, on s'est dit, merde. Alors, ceci dit, il y a quand même des petites lueurs d'espoir sur certains endroits, mais en gros, pas vraiment pour les festivals. C'est-à-dire qu'on a pu voir, on a pu accompagner, pas forcément dans le cadre de ce dispositif, mais avec le CNM, des solutions comme au kilomètre 25. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, mais c'est dans le jardin de la Villette, au niveau du pont, c'est sous le pont du Périph'. C'est un lieu techno qui est à peu près à 150 mètres d'habitation du siège de la BNP, avec l'usine Lafarge qui fait un super panneau acoustique pour pouvoir réverbérer, envoyer le son pleine fenêtre. C'est top, quoi. Et donc il y a des solutions, là notamment, je n'ai pas trop vocation à faire de la pub, mais c'est David Rousseau, Solution 63 Hz, qui a trouvé justement un système qui permet quand même d'avoir une pression sonore qui rend hommage en tout cas aux musiques électroniques qui sont diffusées à cet endroit-là. Et c'est vrai que c'est assez bluffant parce qu'on fait 100 mètres et on n'entend rien. Mais ça, à l'échelle d'un festival, je sais pas, comme les Nuits de Fourvière qui étaient là, ou Mars Attack, etc., ça ne suffit pas. Voilà. Donc ça, nous, au niveau du plan lieu, au début, c'était... et puis en plus, le plan lieu est sorti en 2023, à peu près au moment où justement il y a eu le décret d'application qui s'est mis en route, quoi. Donc c'était un peu la panique à bord. Moi, je pense que sur cette question très précise sur les festivals et l'émergence sonore, la seule question, c'est de changer la loi. Enfin, je ne vois pas d'autres solutions. Alors, il peut y avoir de la formation, il peut aussi y avoir une réflexion sur les usages, sur l'utilisation, sur certaines esthétiques, peut-être de fréquences, notamment basses, qui sont assez impressionnantes, je trouve, à mon niveau. Je ne veux pas rentrer dans un débat. Mais bon, là, de toute façon, quand le vent il change, la mesure change. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Voilà. Donc, on a été, nous, assez prudents sur les festivals. On a beaucoup travaillé sur de la décarbonation d'énergie. On a donc concrètement du raccordement Enedis. On a même signé une convention. On a travaillé sur de l'accessibilité, sur des sites, notamment pour les personnes à mobilité réduite qui étaient parfois un petit peu délicates. Et puis, on a beaucoup travaillé sur les conditions de travail. Notamment, et c'est en lien aussi avec la transition éco. En fait, on a quand même des festivals qui subissent de plus en plus des épisodes météorologiques sévères,
que ce soit du soleil ou que ce soit de la flotte. Donc on a des engins qui s'embourbent, on a des équipes qui montent sous 40 degrés. Donc c'est comment à un moment donné on travaille sur des réseaux d'eau, comment on travaille sur des voiries, comment on travaille sur des problématiques d'aménagement de sites pour les rendre plus ergonomiques, à la fois pour les équipes de travail, mais bien sûr aussi pour les festivaliers. Sur la question émergence sonore, le CNM, à part dire dans une commission sénatoriale ou à l'Assemblée nationale que le décret, en fait, il est inapplicable et qui menace une partie de la filière qui est importante et des projets qui sont sur des territoires structurants, voilà, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Bah, oui, on le fait hein, évidemment. Merci. On va devoir rendre la salle. Alors avant ça, je voudrais vraiment, mais de manière très très courte, que chacun d'entre vous puissiez éventuellement donner un conseil à un éventuel porteur de projet dans la salle ou qui nous regardera avec le replay. Un conseil. Eh bien, s'y prendre tôt pour faire ses diagnostics. Parce qu'en fait, l'aide, on ne peut la prétendre qu'une fois. Donc si on se plante, c'est fini. On est cool. On reporte beaucoup les dossiers quand ils sont fragiles. Okay. Nous, on refait bosser. Mais c'est vrai que on peut la demander qu'une fois. Donc il vaut mieux avoir un dossier complet, un projet complet. Ouais. Voilà. Donc en gros, nous, ça a été cette problématique-là, vraiment de timing et de faire les bons diagnostics aux bons endroits. Voilà. Merci Olivier. Clément. Oui, alors je rejoins Olivier sur le calendrier. Et deuxième conseil, ce serait peut-être de ne pas avoir peur d'être ambitieux sur ces projets-là parce que les enveloppes sont conséquentes, on l'a dit, 500 000 €, c'est quand même pas rien. Et justement, du fait de l'effet de levier que ça peut provoquer avec les autres partenaires, collectivités et autres, c'est quand même une super occasion de faire les choses et de les faire correctement une fois pour toutes, quoi. Merci Clément. François, un dernier conseil? Nous prendre contact via notre boîte mail, lieu@cnm.fr. Voilà. Merci à tous les trois, merci à vous pour votre écoute. Merci au JTSE pour cette table ronde. Merci à Alexandre, Étienne, Joseph et Camille à la technique.